Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de psychédéliques avec Zoé Dubus. Bonjour Zoé. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Zoé est docteure en histoire contemporaine et elle fait actuellement un postdoctorat très intéressant. Elle va nous en dire quelques mots avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Je vous Merci beaucoup, pour l'invitation. Oui, alors, je fais un post-doctorat, donc le post-doctorat, c'est après le doctorat et c'est pas très clair des fois, donc je préfère le préciser. Donc après avoir fait un doctorat sur l'usage, médical des psychotropes, en médecine en France et particulièrement sur le LSD, j'ai découvert pendant, ces recherches que des femmes, avaient été très impliquées dans la recherche, sur le LSD en médecine, des femmes psychologues, psychiatres, psychothérapeutes et psychanalystes. Et ces femmes, elles avaient inventé des nouvelles techniques, révolutionnaires pour l'époque dans ce domaine-là, en mettant notamment au cœur de leur pratique, le toucher, en rentrant en contact physique avec les patients à une époque où c'était, complètement tabou. Et ces femmes, elles étaient très connues à leur époque, elles participaient à toutes les conférences internationales sur le LSD. Il y avait des médecins qui venaient se former, dans leur service et pourtant aujourd'hui, elles sont complètement invisibilisées, donc on ne parle plus d'elles, on ne travaille plus sur, leurs articles, sur leurs propositions et on attribue, les évolutions qu'elles ont fait naître dans la thérapie assistée par psychédéliques à leurs collègues masculins. Donc c'est un phénomène qui est très commun, en sciences en général, mais du coup, moi, mon travail, ça va être pendant 2 ans, d'aller, chercher leurs archives, d'aller, remettre, les replacer en fait dans l'histoire, du médical du LSD. Ça, c'est vraiment la partie historique de mon travail puisque je suis historienne. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est que ce travail, il va permettre aussi d'enrichir les discussions actuelles, dans le milieu psychédélique, des thérapeutes d'aujourd'hui qui reprennent ce modèle-là, autour des questions de consentement au toucher, voilà, pour, voir comment ces femmes, elles comprenaient ça, comment elles mettaient en place des règles pour se protéger, pour protéger aussi les patients. Donc voilà, c'est passionnant pour moi en tant qu'historienne d'avoir, vraiment un petit rôle à jouer dans cette, renaissance psychédélique en aidant les thérapeutes, à améliorer leur pratique. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce que sont les psychédéliques? Oui, alors les psychédéliques, c'est des substances qui font partie de la grande famille des psychotropes. Donc les psychotropes, c'est toutes les substances qui modifient l'état de conscience, l'humeur, le comportement. Et en général, on classe les psychotropes par type d'effet. Donc vous avez les stimulants, par exemple, comme le café et la cocaïne. À l'inverse, les substances qui vont un peu ralentir, comme les opiacés ou l'alcool. Et vous avez les substances qui provoquent, des nouvelles perceptions, qui stimulent, la perception, sensorielle. Et donc, parmi ces substances, vous avez, par exemple, le cannabis qu'on ne sait pas très bien où placer et la grande famille des psychédéliques. On considère que les psychédéliques classiques qui font effet sur, d'une manière particulière sur le récepteur de la sérotonine, c'est le LSD, la mescaline qui est tirée du cactus peyote, la DMT qui est présente par exemple dans l'ayahuasca et les champignons la psilocybine qui est dans les champignons hallucinogènes. Il y a d'autres substances comme la kétamine, la MDMA, l'ibogaïne, la salvia. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres substances qui ont un petit peu le même type d'effet psychique, qui ont aussi un peu le même type d'effet thérapeutique, mais qui ne font pas effet précisément sur de la même manière sur le récepteur de la sérotonine. Donc pour certains puristes, ces substances-là, elles ne font pas partie des psychédéliques. Cette catégorie, elle va certainement être amenée à, évoluer dans les prochaines années parce que, on refait des études sur ces substances, donc on les comprend de mieux en mieux et soit on va inventer une nouvelle catégorie qui permettra d'englober toutes ces nouvelles substances, soit on affinera et on créera des plus petites sous-catégories pour les différentes substances. Mais, voilà, en tout cas, les psychédéliques, quand on dit les psychédéliques, c'est en général, LSD, mescaline, DMT et psilocybine et c'est donc des substances qui modifient très profondément, les perceptions pendant, entre, 15 minutes, pour la DMT et une dizaine d'heures pour le LSD et voilà. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport justement à cette peut-être nouvelle catégorie? Puisque c'est vrai qu'au niveau des effets psychiques, on peut quand même comparer, par exemple, ce qui se passe avec la MDMA
avec, des psychédéliques plus classiques. Donc même si effectivement au niveau, des récepteurs, c'est pas tout à fait pareil, est-ce que vous êtes plus du côté, je dirais, des neurosciences et comment ça se passe dans le cerveau et donc admettre ou pas, ces substances dans la catégorie des psychédéliques en fonction, des récepteurs sur lesquels elles travaillent ou plutôt sur les effets psychiques qui peuvent être relativement comparables? Puisque déjà entre les différents, classiques, on a des effets déjà différents donc. Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je suis, vraiment pas une puriste des psychédéliques classiques. Je pense que, hem alors la MDMA, je suis moins, ça me dérange moins qu'elle fasse pas partie des psychédéliques parce qu'il y a pas quand même tout ce, il y a moins quand même d'effets, perceptuel, perceptif, je sais pas comment on peut dire, mais qu'avec, la psilocybine, la salvia ou la kétamine, par exemple. Mais voilà, moi je pense que la catégorie des psychédéliques, elle doit être, élargie pour englober ces substances-là. Après, ça m'intéresse quand même aussi de voir, comment ça va évoluer dans les prochaines années et ce qui est très intéressant dans ce processus-là, c'est que c'est pas seulement un processus qui est informé par des scientifiques, mais aussi justement par des psychonautes, parce qu'à partir des trip reports, des gens qui racontent leurs expériences sur, des forums spécialisés, les scientifiques et aussi des philosophes vont après aller, chercher la manière dont les usagers, les usagères, en fait, décrivent leurs expériences pour affiner la compréhension des effets. Donc je j'ai hâte, en fait, de voir quelles autres propositions de classification on pourra avoir qui seront basées à la fois sur des données vraiment purement, scientifiques de laboratoire, mais aussi sur ces trip reports des usagers. Oui, ben, ça, j'aime beaucoup entendre ça parce qu'effectivement, je pense que ce qui se passe dans le cerveau est important, mais qu'effectivement, les effets déjà entre différents psychédéliques sont différents et c'est intéressant aussi de d'écouter ce que disent les psychonautes par rapport à ça. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est encore des substances qui sont diabolisées, en tout cas dans le grand public. Mais c'est vrai que dans les années 20, entre les années 20 et 1970, on a quand même eu énormément d'études sur ces substances, où ces substances n'étaient pas du tout diabolisées. Au contraire, on voyait leurs effets thérapeutiques, on voyait ces substances comme des médicaments potentiels. Vous pouvez nous parler de ces recherches et de sur quoi elles portaient? Oui, alors en Occident, on a un rapport quand même particulier, hein, avec ces produits-là. Donc, c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on va commencer à faire des recherches sur ces substances et ça se développe particulièrement, comme vous l'avez dit, à partir des années 20 avec la mescaline, qui est d'abord comprise comme une substance pas spécifiquement thérapeutique. Enfin, on fait quand même des recherches pour voir si elle pourrait avoir des bénéfices thérapeutiques, mais la première compréhension qu'on a de cette substance-là, c'est qu'elle provoque des effets qui sont similaires à ceux qui sont expérimentés par les personnes qui sont psychotiques. Et donc, c'est intéressant d'avoir une substance, qui permet d'avoir ce type d'effet-là, parce que ça va permettre de mieux comprendre, le processus, psychotique et de former aussi les équipes soignantes en permettant de faire ce qu'ils appellent des psychoses expérimentales, donc en administrant la substance aux infirmiers, aux médecins, pour qu'ils aient une expérience, personnelle, en fait, de ce que ça peut être, des modifications très profondes de l'état de conscience et donc être ensuite plus empathique à l'égard de leurs patients. Donc les premières recherches, elles sont dans ce modèle-là, qui va être, ensuite appelé le modèle psychotomimétique, donc qui mime la psychose. Les recherches, elles sont assez limitées, en fait, pendant l'entre-deux-guerres sur la mescaline parce qu'on n'a pas de substance qui permet, d'arrêter les effets si jamais, l'expérience, elle est trop intense et donc comme ça dure quand même plusieurs heures, si on n'a rien du tout pour arrêter les effets et qu'en plus la substance, elle est comprise dans ce système-là ça provoque une folie temporaire, ça crée aussi des expériences chez les gens qui sont pas nécessairement très positives. Ça fait très peur, en fait, parce que, les gens ont vraiment l'impression de devenir fous. C'est comme ça que c'est compris à cette époque et même si on leur dit: «Vous inquiétez pas, dans quelques heures, c'est fini», ça fait quand même très peur. Donc les études à ce moment-là, elles sont assez limitées et c'est seulement à partir de 1954, quand le premier neuroleptique, donc la première substance qui permet d'arrêter les effets des psychédéliques, va être découverte, que les recherches vont vraiment exploser dans le monde entier, et en particulier avec le LSD.
qui est la nouvelle substance à cette époque-là, qui est produite par le laboratoire Sandoz en Suisse et Sandoz va vraiment, envoyer ce produit très largement à toutes les équipes, médicales et scientifiques qui en font la demande au niveau international. Donc ça donne lieu à vraiment une quantité d'études très différentes, à la fois des études expérimentales, mais aussi des études, thérapeutiques et donc on utilise le LSD à cette époque-là, principalement dans le champ de la psychiatrie, pour toutes les pathologies, possibles et imaginables, hein. Comme on ne comprend pas bien ce que c'est que cette substance, on va vraiment l'essayer dans toutes les pathologies. À l'origine, toujours dans cette compréhension psychotomimétique, on va l'administrer aux patients schizophrènes dans l'espoir qu'une fois donc on administre le LSD ou la mescaline, aux patients. On les laisse vivre un espèce de choc, thérapeutique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle à cette époque-là. Au bout d'1 heure ou 2, on leur injecte, de la chlorpromazine, donc ce premier neuroleptique qui va arrêter les effets soit de la mescaline, soit du LSD et ce processus-là, il est fait dans l'espoir qu'en arrêtant les effets de la substance, du LSD ou de la mescaline, ça va aussi arrêter les effets de la schizophrénie. Oui, les expériences qui étaient faites donc, sur les schizophrènes dans le cadre des thérapies de choc, c'était des expériences qui étaient pas très positives, qui étaient très angoissantes pour les patients parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas encore les concepts du set and setting. Donc, ces techniques qui permettent d'assurer la sécurité, de l'expérience en s'assurant du bien-être physique et psychique des patients. Et donc il va falloir quelques années encore pour que des thérapeutes, petit à petit, en particulier à partir de leurs propres expériences, du LSD, parce qu'à cette époque-là, les médecins sont encouragés, encore une fois, à auto-expérimenter. Des médecins vont petit à petit comprendre qu'il y a pas besoin en fait de créer un choc, il y a pas besoin que l'expérience elle soit, difficile pour que ce soit thérapeutique et au contraire en fait, plus on accompagne le patient dans ce processus-là, plus, les bénéfices vont être, durables en fait et donc petit à petit, on va voir émerger des nouvelles techniques, hem, notamment de préparer les patients, de leur expliquer, ce qui est attendu, des effets, ce qui n'était pas le cas du tout auparavant, de décorer la pièce et puis d'avoir une attitude, chaleureuse, réconfortante, encourageante, tout au long de la séance. À partir du moment où, ces techniques-là sont mises en place, on va pouvoir administrer le LSD à d'autres types de patients avec d'autres pathologies. Donc par exemple, dans le champ de la douleur, le LSD, va être utilisé pour les algies vasculaires de la face ou pour les migraines. On va aussi l'utiliser dans le champ des soins palliatifs pour, soulager l'anxiété des personnes qui sont en fin de vie. Et puis, on l'utilise aussi dans le domaine des addictions, principalement, pour, la dépendance à l'alcool et puis un petit peu pour la dépendance à l'héroïne et à chaque fois, en fait, les médecins qui mettent en place ces techniques du set and setting commencent à vraiment démontrer des résultats thérapeutiques qui sont impressionnants, en fait, en particulier comparés aux autres techniques qui sont disponibles à cette époque-là. Et puis après, il y a la psilocybine qui va arriver à la fin des années 50 et qui, est utilisée de la même manière, mais qui arrive à un moment où les psychédéliques commencent à être un petit peu, de plus en plus, critiqués et donc il va y avoir beaucoup moins de recherches, en fait, qui vont être faites sur la psilocybine, mais la France est pionnière dans ces recherches. On est les premiers à avoir fait des études cliniques, sur cette substance. Oui, même si aujourd'hui ça traîne un peu pour les recherches actuelles, hein. Oui, on a du mal à reprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé, hein, ce virage dans fin des années, 60? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces substances tout d'un coup, sont tombées, heu, je sais pas comment dire, mais, elles ont été mises au ban, disons ça comme ça. Un processus qui est très complexe et qui est très lié à un contexte hyper particulier qui est celui des années 60 aux États-Unis, mais qui va malheureusement, influencer tout le reste du monde. Alors il y a 2 grands éléments. Il y a un élément scientifique dans cet, abandon des psychédéliques et il y a un élément social et culturel et je vais commencer par l'élément, scientifique. Donc, heu, jusque dans les années 50, la manière de faire la preuve de l'efficacité d'un médicament, c'était de décrire des cas. Donc les médecins, dans leurs articles scientifiques, ils présentaient généralement une dizaine de patients en disant, «Voilà, pour tel patient donné, qui a telle pathologie et telle histoire, spécifique, j'ai donné telle substance, et ça a fonctionné». Donc c'était vraiment une médecine qui était individualisée au cas par cas et en présentant
de plus en plus de cas de réussite, et ben, on se rendait compte que la substance avait l'air de fonctionner avec la plupart des patients. Au dans les années 50, il y a malheureusement des scandales sanitaires qui ont lieu aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce qu'on peut mettre sur le marché des médicaments sans faire vraiment la preuve ni de leur sécurité, ni de leur efficacité, et c'était au fur et à mesure, en fait, des années qu'on se rendait compte que le médicament était dangereux et on le retirait du marché. Donc il n'y avait pas, d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc suite à ces scandales sanitaires très graves, les différents États vont se doter d'une législation pour protéger les patients et pour dire: «Bon, bah, avant qu'on mette un médicament sur le marché, il faut que vous prouviez qu'il est sûr et qu'il est efficace». La manière qu'on a trouvée pour s'assurer de cette sécurité et de cette efficacité, c'est de faire des études en double aveugle contre placebo. Donc ça veut dire qu'on donne, la substance qu'on essaye de tester à un groupe de patients, à un autre groupe de patients, on donne un placebo, donc une substance qui n'a aucune action, et pour faire la preuve de son efficacité, il faut que le médicament, donne des résultats qui soient supérieurs au placebo. En plus de ça, on demande la double aveugle, ça veut dire que ni les patients ni le médecin ne doivent savoir qui a pris la substance ou qui ne l'a pas prise, parce que ça va influencer les résultats. Donc c'est une méthode qui marche très bien pour la plupart des médicaments, mais pas du tout pour les psychédéliques, parce que, au bout d'une demi-heure, à la fois les patients comme les médecins vont très vite se rendre compte de qui a pris la substance ou qui n'en a pas prise. Donc, les médecins qui adoptent ces nouvelles normes qui deviennent le standard pour prouver l'efficacité des médicaments, ne parviennent pas à faire la preuve de l'efficacité des psychédéliques, puisque ça ne fonctionne pas selon ce modèle-là, et qu'en plus, la double aveugle contre placebo, ces essais randomisés-là, on est supposé exclure toutes les variables extra-pharmacologiques possibles pour que vraiment ça soit juste le médicament qui fasse effet. Or, avec les psychédéliques, il faut tout un entourage particulier, donc voilà, on ne peut pas étudier les psychédéliques selon ce modèle-là. Donc les médecins qui adoptent ce modèle n'arrivent pas à reproduire les excellents résultats qui sont présentés par les thérapeutes qui restent dans l'ancien modèle et qui présentent simplement des cas. Donc ce contexte-là va faire qu'au fur et à mesure des années 60, les thérapeutes, on va dire, psychédéliques, donc qui conservent les techniques du set and setting, sont de plus en plus marginalisés. Les autres, le reste de la communauté scientifique se dit: «Mais attendez, nous, on n'arrive pas à reproduire, vos résultats, donc c'est que forcément il y a un problème. Vous êtes des enthousiastes de la substance et en fait vous trafiquez vos résultats». Donc, il y a, voilà, une stigmatisation progressive de ces études avec, l'impossibilité d'arriver à un consensus scientifique sur les résultats thérapeutiques de ces substances. Cette situation, elle aurait pu, aboutir, enfin, évoluer en fait. On aurait pu trouver des nouvelles manières petit à petit d'évaluer les psychédéliques et que ça devienne, légitime. Mais le problème, c'est qu'au même moment, eh ben, aux États-Unis, il se passe, la révolution, hippie et puis, plus généralement toute la contre-culture qui explose à cette époque-là et qui médiatiquement va être reliée à la consommation particulièrement de LSD. Le discours médiatique à cette époque-là, conservateur, c'est de dire, ces jeunes qui se rebellent, contre, la guerre du Vietnam, qui veulent, des droits pour les noirs, qui veulent, l'accès à la pilule, voilà, toutes ces nouvelles choses complètement, hem, heu, folles en fait hem, pour, Et la pour la société société, rigoriste. vraiment très conservatrice américaine de cette époque-là. La seule manière de comprendre cette rébellion, c'est de dire: «Ces jeunes, ils sont rendus fous par, une substance, psychotrope qu'ils sont en train de consommer qui s'appelle le LSD». Donc, on appelle ça une panique morale, c'est un concept en sciences sociales. Cette panique morale qui va se diffuser médiatiquement, sur le LSD, va faire que, le milieu médical va lui aussi du coup s'inquiéter de cette substance qui est utilisée en médecine et qui en plus ne fait pas la preuve de son efficacité. Donc ces 2 éléments vont faire qu'à la fin des années 60, les psychédéliques sont classés dans la liste des stupéfiants au niveau international, donc on interdit aux gens de pouvoir les consommer, mais cette classification théoriquement elle n'empêche pas les études scientifiques ou médicales. Le problème, c'est qu'il y a eu, une telle diabolisation de la substance que les médecins ne veulent plus travailler avec ce produit parce que c'est trop, stigmatisant pour eux. Les patients
ne veulent plus qu'on leur en administre parce qu'ils en ont super peur. Les institutions qui finançaient, ces études, elles arrêtent, elles retirent leur financement parce qu'elles ne veulent plus être associées à ces substances qui sont diabolisées et donc finalement, au cours des années 70, les études vont, progressivement s'arrêter un petit peu partout dans le monde. La France est le premier pays à interdire, les psychédéliques en 1966 et les États-Unis vont le faire que 2 ans après parce que chez nous, on a eu, une panique morale beaucoup, beaucoup plus forte et qui impacte encore aujourd'hui nos représentations en fait, alors qu'aux États-Unis, la dernière étude en fait, elle date de 1979 donc finalement l'arrêt des études a été beaucoup plus progressif un petit peu partout dans le monde et puis il y a des pays dans lesquels, les médecins ont été autorisés à continuer, à utiliser le LSD jusqu'à leur retraite en fait. Donc même dans les années 80, il y a encore des médecins, par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui continuent dans leur pratique privée à utiliser le LSD. Alors, je peux peut-être montrer, noir et blanc, hein: «Alerte à la drogue qui rend fou», hein, en France. Ah, vous l'avez! Incroyable, je l'ai jamais eu dans les mains. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en France spécifiquement? Puisque la situation est un petit peu différente, des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Alors en France, la situation, elle est très particulière parce que on est resté dans le modèle des thérapies de choc, en médecine. Donc, on n'a pas utilisé les médecins français n'ont pas cherché à utiliser les techniques du set and setting, ce qui veut dire qu'il y a pas d'équipe médicale en France qui a présenté des bons résultats avec les psychédéliques. Donc assez rapidement, au début des années 60, la plupart des thérapeutes qui utilisaient le LSD arrêtent d'eux-mêmes de l'étudier ou alors font plutôt des expériences expérimentales et plus vraiment des essais, cliniques parce qu'en France, on considère que ça a pas d'intérêt thérapeutique. Donc il y a pas beaucoup d'études qui sont publiées, il y a pas beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur la substance. Donc dans la population française, on n'entend jamais parler des psychédéliques, il y a pas d'articles de vulgarisation, sur ces substances. La situation aux États-Unis, elle est très différente, dès la fin des années 60, il y a les plus grandes stars de l'époque qui disent: «Le LSD m'a sauvé la vie», voilà, dans la presse populaire, on parle des psychédéliques donc la population aux États-Unis est habituée, dès la fin des années 50, à voir les psychédéliques comme des médicaments et puis au fur et à mesure des années 60, à les voir aussi comme des substances qui sont utilisées en dehors du cadre médical et qui pourraient poser problème. En France, on n'en entend absolument jamais parler. En 1966, c'est pas très clair, alors je suis la première historienne à avoir travaillé, sur l'histoire du LSD en France, donc pour l'instant, l'accès aux sources, il est encore peut-être un peu difficile. Peut-être que dans les prochaines années, on aura plus d'informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en 1966, sans qu'on sache vraiment bien pourquoi, la médecin Claudine Escoffier-Lambiotte entend parler de quelques cas de jeunes américains qui sur leur chemin pour aller, en Orient, en Inde par exemple, passent par la France, ramènent du LSD et parfois font des expériences, qu'on appellerait aujourd'hui des bad trips et donc sont récupérés à l'hôpital, américain de Paris où on ne sait pas du tout comment prendre en charge ces jeunes, on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne comprend pas. Donc elle entend parler de ces cas et elle va faire une recherche très rapide, sur, comment ces substances, elles sont présentées aux États-Unis. Elle va tomber sur les tabloïds américains qui font cette, panique morale aux États-Unis et elle va se dire: «Ça va très bien marcher en France, je vais l'adapter dans une série de 3 articles» qu'elle va publier dans Le Monde. Claudine Escoffier-Lambiotte, c'est la première médecin à faire une chronique médicale dans la presse française, donc c'est vraiment une très grande référence journalistique à cette époque-là. Elle est très connue pour son sérieux, pour sa rigueur et pourtant là, dans cette affaire-là, elle ne va pas pousser plus loin que les tabloïds et donc elle va reprendre, mot pour mot, en fait, les mensonges qui sont, publiés dans la presse américaine en disant que, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui arrivent à l'hôpital américain de Paris, qui, font des décompensations psychiques parfois pendant plusieurs semaines, et que leur cerveau est en train de fondre, de se désintégrer à cause du LSD. Enfin, il y a vraiment des mots, assez, assez incroyables qui sont utilisés dans ces 3 articles, mais qui vont vraiment faire l'effet d'une bombe en France parce que comme on n'a jamais entendu parler de ces substances et que c'est la première manière d'entrer en contact avec, le Escoffier-Lambiotte fait vraiment très peur aux gens en disant: «Il faut absolument légiférer tout de suite pour protéger nos jeunes, en fait, contre cette invasion beatnik et hippie qui nous vient des États-Unis, pour qu'on interdise tout de suite le LSD avant que ça se diffuse en France». Donc immédiatement, toute la presse française va, faire effet boule de neige, en fait, récupérer
l'article d'Escoffier Lambiotte. Il faut publier vite parce que si vous prenez 3 mois pour faire une enquête sur ce que c'est que les psychédéliques réellement, bah, peut-être que dans 3 mois, plus personne n'en aura rien à faire des psychédéliques. Donc comme il faut publier vite, le seul exemple, la seule source qu'on a, c'est l'article d'Escoffier Lambiotte. Et si vous recopiez simplement l'article d'Escoffier Lambiotte, personne non plus va acheter votre journal. Donc il faut aller dans la surenchère. Donc, vous avez des articles qui disent que si on diffusait une goutte de LSD dans l'eau à Paris, ça rendrait tout le monde fou pendant des semaines. Enfin voilà, des choses assez folles. Mais en tout cas, ça marche très bien parce que moins d'un mois et demi après la publication de ces 3 articles dans Le Monde, l'État français va légiférer pour classer effectivement les psychédéliques dans le tableau des stupéfiants. Ce qui est fou, hein, 3 mois, c'est terriblement rapide pour prendre une 1 décision. mois et demi, 1 mois et demi. 1 mois C'est et demi. 3 articles, mais c'est 1 mois et demi. Et je pense pas qu'il y ait que ce soit on pourrait croire, étant donné, à quel point c'est court, qu'il y a une volonté politique là-dedans, mais visiblement pas. En tout cas, il y a vraiment aucune source pour dire qu'il y a une volonté politique pour, de la même manière qu'aux États-Unis, viser une certaine partie de la population française. C'est juste avant, mai 68. Hem Mais visiblement pas, en fait, juste quelques semaines avant les articles d'Escoffier-Lambiotte, il y a une question qui est faite au gouvernement à l'Assemblée nationale sur, l'augmentation de la consommation de psychotropes par les jeunes et on ne parle à ce moment-là que de cannabis et d'amphétamines. Les psychédéliques sont absolument pas évoqués, donc si ça avait été une volonté, politique, dans les débats à ce moment-là, ça aurait émergé. Et alors, comment on en est arrivé à finalement se réintéresser, à ces substances? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, les recherches et les thérapies assistées par ces substances, elles n'ont jamais cessé en réalité, elles ont toujours continué, mais elles sont devenues underground et donc il y a des gens qui, au péril de leur vie, ou en tout cas de leur liberté, ont continué, ont maintenu les savoirs sur les psychédéliques, ont continué à pratiquer, avec leur patientèle parce qu'ils croyaient vraiment en ce modèle thérapeutique-là et c'est grâce à eux que les recherches, ont pu reprendre aussi rapidement, en fait, à partir du moment où se met en place, les éléments de cette renaissance psychédélique, c'est comme ça que c'est appelé aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut pour cette renaissance? D'abord, dans les années 90, il y a de nouvelles techniques, d'études du cerveau qui sont découvertes et notamment l'imagerie cérébrale. Donc ça redevient intéressant de faire des études sur les psychédéliques pour comprendre ce que ça fait, au niveau du cerveau. Le deuxième élément, c'est qu'il y a de nouvelles générations de scientifiques qui, émergent et qui s'intéressent aux psychédéliques, mais qui ne peuvent plus être reliés à, cette, contre-culture des années 60 qui avait tellement nui aux scientifiques de l'époque et ils font tout pour mettre le maximum de distance, possible avec cette contre-culture. Donc ça se voit dans la manière de s'habiller. Il faut avoir l'air le plus ringard possible pour pas du tout, qu'on puisse penser qu'on est un hippie et que, ben, on veut faire des études sur les psychédéliques parce qu'on a envie d'en consommer et que ce soit libre. Donc il y a vraiment cette attention très importante à la manière de se présenter, en tant que scientifique et c'est valable aussi pour moi, hein. À chaque fois que je viens présenter mes recherches dans des congrès médicaux, par exemple, je fais très attention à comment je m'habille. Le langage aussi qui est très important, donc essayer de mettre de côté tout l'aspect, mystique, qui entoure, les expériences, psychédéliques et plutôt utiliser un langage très scientifique, très froid, pour paraître légitime, pour rendre en tout cas ces études légitimes. Donc voilà, cette distance des nouvelles générations avec la contre-culture. Et puis le troisième élément, c'est l'impasse thérapeutique. Dans un certain nombre de pathologies, par exemple dans la dépression, par exemple dans le stress post-traumatique, il y a une partie des patients qui ne répondent à aucun traitement qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit des traitements médicamenteux ou que ce soit un accompagnement psychothérapeutique. Donc, dans ce contexte-là, ça redevient intéressant d'aller voir ces études des années 50 et 60 qui présentaient des résultats thérapeutiques qui étaient si positifs, pour dire, bon, comme de toute façon on est coincé, ça pourrait être intéressant de refaire ces études pour voir si avec nos normes actuelles, on arrive à tirer des bénéfices de ces substances-là. Alors c'est un processus qui est long parce qu'il faut, déconstruire beaucoup d'idées reçues, bon, un martelage, de plusieurs décennies de diabolisation sur ces substances avec un corps médical qui, aujourd'hui, est
formés pour comprendre ces substances exclusivement comme des drogues dangereuses. Donc ça prend du temps d'expliquer, pourquoi on en est arrivé là et c'est là que, l'histoire est importante aussi pour dire: «Bah, finalement, on n'a pas arrêté de faire ces études parce que les psychédéliques n'étaient pas intéressants en médecine, mais parce que, c'est les éléments que je vous ai présentés là et qui sont liés à un contexte très précis de l'histoire, donc on n'a pas besoin de continuer en fait, sur ce terrain-là, on peut reprendre les recherches». Et puis c'est des études qui coûtent extrêmement cher. La moitié des budgets pour les études, c'est exclusivement pour les assurances, à la fois pour les équipes médicales et pour les patients. La substance coûte très cher aussi parce que, dans un contexte où, il y a très peu de laboratoires qui produisent, par exemple, de la psilocybine, de la DMT ou du LSD, bah, ils peuvent, du coup dicter leurs conditions et faire payer, 8 000 la dose, le gramme de psilocybine. En plus de ces 8 000 il faut compter, 12 500 de formulaire, un formulaire de Good Manufacturing Practice. Ça veut dire que le produit est conforme à l'administration chez l'humain. Donc voilà, c'est des frais qui sont vraiment énormes pour, accéder seulement à la substance, sans parler après du coup de la thérapie en elle-même avec aujourd'hui, heu la norme, c'est d'avoir 2 thérapeutes qui restent présents pendant toute l'expérience avec une pièce qui est spécialement décorée. Donc tout ça a évidemment un coût, à court terme et puis il y a aussi le problème de la formation des équipes, parce qu'il y a c'est des substances qui ne sont pas utilisées donc qui peut former? Qui peut former les thérapeutes à ce nouveau modèle thérapeutique? Et en France, pour l'instant, on n'a pas de formation qualifiante en français. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce qui Il y est a encore intéressant, beaucoup. c'est de voir que c'est vraiment une construction sociale, hein, la manière dont on perçoit ces substances, que ce n'est pas du tout par rapport à leur efficacité, mais la perception qu'on en a eue, au fil des époques. Mais vous disiez effectivement, hein, on sent bien, on a dû se séparer de toute cette contre-culture, montrer que patte blanche. Néanmoins, j'ai l'impression que quand même dans cette nouvelle, vague des psychédéliques, les personnes mettent quand même au centre, de l'intérêt de ces substances tout le côté, plutôt aussi mystique, avec, des effets thérapeutiques qui sont, plus importants quand, les personnes ont eu des effets, ouais, on va plus dire spirituels au sens large du terme. Oui, oui, j'ai fait une espèce de raccourci parce qu'il y a quand même il y a aussi beaucoup d'équipes de recherche aujourd'hui qui font des recherches justement sur, cette dimension mystique des psychédéliques, hein. Les scientifiques sont pas tous, hyper, focus neurosciences, «sciences légitimes» entre guillemets, c'était plutôt les recherches du début des années 2000 qui ont, pour paraître légitimes, ont été forcées de mettre à distance ce côté, mystique et spirituel qui revient maintenant dans les études parce que, dans les pays anglo-américains notamment, maintenant, c'est des recherches qui sont pas encore banales, mais qui en tout cas, se multiplient et donc on peut maintenant, étudier tous les aspects des psychédéliques et notamment cette dimension mystique qui est quand même complexe à comprendre, et à analyser dans un contexte occidental, en particulier en France, hein, on a du mal à penser ces questions-là et on n'est peut-être aussi pas forcé, en fait, de le faire, peut-être qu'on peut penser ces expériences transcendantales, transformatrices, très intenses, sans forcément mettre, du divin dedans non plus. Donc voilà, c'est en tout cas, il y a évidemment cet aspect-là qui est très important, qui est étudié, mais je comprends aussi que pour, certaines personnes, ce soit pas enfin le fait de le qualifier de mystique puisse poser problème aussi quand même. Donc là aussi, ce qui va être super intéressant dans les prochaines décennies, en fait, c'est de voir comment on va pouvoir, développer le vocabulaire qu'on utilise pour parler de ces expériences-là, pour que ça puisse correspondre à tout le monde, en fait. Que tout le monde puisse se retrouver dans ce vocabulaire, que ce soit pas seulement un vocabulaire neuroscientifique, que ce soit pas seulement un vocabulaire psychiatrique, mais que ce soit le vocabulaire qui convienne, en fait, réellement à l'expérience. Et c'est compliqué de d'écrire l'expérience psychédélique. C'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis la fin du 19e siècle. Très intéressant. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, pour le futur, vos espoirs, vos attentes, ce qui vous semble réaliste par rapport à cette nouvelle vague? Et bon, les études commencent en France, en Belgique.
elles sont beaucoup plus avancées dans certains pays comme l'Angleterre, comme la Suisse. Comment pensez-vous que nos pays européens vont s'ouvrir dans les années à venir? Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je suis certaine que, les psychédéliques vont, en tout cas être étudiés. Comment est-ce qu'on va pouvoir les intégrer après à la médecine, ça c'est une plus grosse question parce que, encore une fois, le coût à court terme est très important et on n'est pour l'instant pas du tout dans une politique, du long terme. On est plutôt dans une politique qui coupe les budgets, des hôpitaux et qui essaye de voilà, de ne surtout pas trop dépenser d'argent dans la santé générale de la population. Donc comment est-ce qu'on pourra, si ces thérapies font vraiment la preuve de leur efficacité, pour l'instant, je suis plutôt confiante là-dedans. Comment est-ce qu'on pourra les intégrer au système de santé, en particulier en France? Comment est-ce qu'on pourra rembourser ce modèle thérapeutique-là? Ça va être très compliqué et ça va être aussi des enjeux politiques. On le voit très bien avec le cannabis, hein, qui avait eu son autorisation de mise sur le marché avec le Sativex en 2015, pour, calmer en fait, les militants qui, voulaient, voir, ce produit médical enfin autorisé en France et en fait, le Sativex n'a pas été mis sur le marché à ce moment-là parce que, ça a bloqué derrière, concernant son remboursement. En 2018, le Sativex a perdu son autorisation de mise sur le marché puisqu'il n'avait pas pu être mis sur le marché à cause de ces questions-là. Donc je suis confiante, mais à la fois en tant qu'historienne, je vois aussi, les difficultés qu'il y a pu avoir avec le cannabis médical qui, voilà, qui me font dire que ça peut prendre encore vraiment très longtemps, pour voir, aboutir ce système-là et une fois qu'il aura abouti, est-ce que ça sera disponible pour tout le monde? Ou est-ce que ce sera que des thérapies, disponibles en clinique pour des gens qui pourront payer très cher? En ce moment, aux États-Unis, les thérapies, qui sont autorisées coûtent 3 500 pour une séance, avec psilocybine et 1 heure de préparation, 1 heure d'intégration après. Donc c'est vraiment très peu, c'est même pas du tout, suffisant pour avoir un effet thérapeutique. Donc voilà, est-ce qu'on se dirige vers ce modèle-là ou est-ce qu'on va arriver à intégrer, ce modèle dans notre système français pour que ce soit accessible à tout le monde? Je ne sais pas. Hem, il va falloir encore quand même beaucoup de temps aussi pour, encore une fois, déconstruire les idées reçues à la fois, des membres du corps médical dans leur, globalité, mais aussi de la société française en général, hein. Même si, la médiatisation, elle est de plus en plus positive aujourd'hui en France, ben, on a une histoire très particulière avec ces substances et le problème, c'est les espoirs, des patients aujourd'hui qui sont en attente de traitement et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer en fait parce qu'on moi j'ai participé à fonder la Société psychédélique française en 2017 et à la fois sur ce réseau-là, mais aussi, sur mes réseaux personnels, on reçoit des demandes, de traitement, tous les jours en fait de patients qui sont désespérés et qui voient dans les psychédéliques leur dernier espoir en fait et malheureusement, à la fois on peut pas, les diriger vers des thérapeutes underground évidemment parce que c'est interdit et puis parce que, pour l'instant, on n'est pas sûr que ces substances, elles soient sûres pour tout le monde et donc il faut prendre le temps de faire ces études. J'ai bien conscience que c'est très difficile à entendre pour les patients parce qu'eux, ils sont dans le Dans quotidien l'urgence? et dans le présent de leur maladie. Mais malheureusement, il faut qu'on s'assure de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ces thérapies, elles soient, hem, sécurisées et qu'elles puissent être efficaces et qu'on ne retombe pas dans un backlash comme il y a pu avoir dans les années 60 parce qu'on aurait été trop vite pour les remettre, dans la médecine d'aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis très engagée dans ce Oui. processus-là. J'espère que ça ira, le plus vite possible pour les patients, mais je fais aussi très attention de ne pas donner trop d'espoir et de laisser le temps au domaine scientifique de faire les preuves, de tirer toutes les preuves dont on a besoin pour ce modèle thérapeutique-là. Oui, et puis, il y a des dérives possibles aussi avec les firmes pharmaceutiques qui peuvent, s'emparer. Comme vous dites, pour le moment, elles en profitent. On ne sait pas ce qui va se passer,
plus tard. Puis vous avez aussi soulevé quelque chose d'important, c'est que la substance en elle-même ne suffit pas. Il y a le set and setting, mais voilà, cette intégration aussi est importante. Sinon, tous les gens qui font des rave parties, seraient, de brillants génies, sans problème psychologique, si effectivement la substance seule, pouvait fonctionner, puisqu'on sait, hein, que certaines personnes, certains jeunes, les utilisent. Donc c'est vrai qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que, il y a quand même des embûches de taille, notamment économiques, pour accéder à ces substances, mais aussi par rapport à des firmes qui pourraient s'emparer de ces médications. Oui et qui sont, dans une démarche très agressive justement pour déposer des brevets, pour essayer même de breveter le set and setting donc ces questions-là économiques, elles sont évidemment essentielles, elles vont être essentielles dans les prochaines années. On l'a vu avec la kétamine aussi, hein, la kétamine qui n'est pas un produit cher, qui est un produit relativement bon marché. Et bon, ils ont déposé un brevet avec l'eskétamine qui est maintenant utilisé dans certains hôpitaux. Alors, moi, j'ai eu écho de comment c'était utilisé dans certains hôpitaux de Bruxelles. Ça laisse rêveur, hein. Il y a deux personnes qui sont dans la même chambre. On leur donne la substance et puis on les laisse tout seuls et puis on n'en parle pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de séance de thérapie derrière, donc pas d'intégration. Bon, donc c'est vraiment, voilà, OK, ils ont déposé un brevet, l'eskétamine est très, très cher et le personnel n'est pas C'est formé. c'est vraiment dommage cette situation avec la kétamine parce que justement comme c'est possible de faire des thérapies avec cette substance-là, même en dehors d'essais cliniques, vraiment, en médecine générale, enfin pas de médecine générale, mais dans les hôpitaux, on aurait pu se saisir de cette substance pour se former aux thérapies psychédéliques justement, pour se former aux techniques du set and setting et effectivement, on le fait pas du tout et c'est malheureux, on perd du temps en fait, et en tout cas les échos que j'ai moi dans les hôpitaux français, c'est que maintenant ils arrêtent l'eskétamine et ils reviennent à la kétamine injectée parce que ça coûte trop cher. Mais effectivement, les patients sont laissés seuls. Moi, j'ai même une patiente qui m'a dit: «Bah, j'avais mes écouteurs avec moi et du coup, j'ai écouté de la musique et c'était vachement mieux, mais personne m'a dit que ça pourrait être, plus sympa d'écouter de la musique». Enfin vraiment, voilà, on est toujours, dans le même modèle que dans les années, 50-60 en France où, on ne cherche pas trop à réfléchir à ces questions. Perdre du temps, c'est déjà un problème, mais ce qui est encore plus grave, c'est que ça risque effectivement, d'être contre-productif. Ouais, Si ce n'était que perdre du temps, à la limite. Mais c'est là, vrai. c'est un peu on peut dire: «Oui, mais voilà, tous ces gens, on leur a donné des substances et finalement, ça donne rien, ça donne pas d'effet particulier parce que simplement on n'a pas». Cause des effets qui sont négatifs avec des gens qui ont des anxiétés, des angoisses pendant la séance et ça, c'est aussi très problématique, hein, de ne pas avoir d'accompagnement, de soutien pendant la séance. Qu'avez-vous envie de dire pour terminer ce passionnant entretien? Merci beaucoup. Bah, je suis ravie de cet entretien-là. Je suis ravie de voir que les il y a un intérêt grandissant pour les psychédéliques en France. Moi, j'ai commencé mes recherches il y a, une dizaine d'années maintenant et au début, c'était vraiment très compliqué. Personne n'avait envie d'entendre parler de ce sujet-là et maintenant je suis de plus en plus, sollicitée et comme je le disais au début, j'ai la chance en tant qu'historienne de pouvoir vraiment être, intégrée au présent de ces recherches-là donc c'est une grande chance que je suis ravie de pouvoir participer à ce mouvement. Et nous, c'est une grande chance d'avoir des personnes comme vous qui font des recherches, très sérieuses sur le sujet, voilà, c'est et qui sont jeunes, donc qui ont tout un avenir, devant elles, et vous êtes, J'espère. oui, c'est sûr, quelqu'un de plus en plus écouté aussi, donc bon, pour parler, aux scientifiques, il faut avoir un discours scientifique, c'est la meilleure façon d'être entendu, en tout cas dans un premier temps, et vous l'avez, vous parlez super bien, donc Merci beaucoup, c'est très gentil. continuez, continuez. Eh ben, j'espère que vous reviendrez sur cette chaîne pour nous parler, de votre postdoctorat et de ce que vous Avec avez plaisir, découvert par rapport à tout ça. avec grand plaisir. Un grand merci Zoé, et donc j'espère vous revoir sur cette chaîne. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet entretien, pensez à le commenter, à le partager et à rejoindre la chaîne Résilience Psy et à la faire connaître. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.